Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, on commence par une rencontre. On va à la rencontre du youtubeur Poisson Fécond. Bah oui, c'est son nom, créateur de contenu culturel, créatif et aussi décalé que son nom. Portrait dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech, elle s'appelle Jeanne Dreyfus, elle est en plateau avec nous aujourd'hui. Jeanne, vous allez nous parler d'architecture computationnelle aujourd'hui et plus particulièrement de l'un de ses représentants, Michael Hansmeyer. Absolument, architecture computationnelle qui qualifie donc une architecture qui ne saurait être développée sans le concours de l'ordinateur. On découvre l'œuvre de son plus grand génie tout à l'heure, Michael Hansmeyer, dont vous n'ignorez plus rien. Dans un instant. Et puis c'est notre question du jour. Suivre des cours sur un smartphone, même sans accès à Internet. Ça existe, et oui, et c'est même une réponse à un vrai besoin dans un continent comme l'Afrique. On décrypte tout ça avec son fondateur, Adrien Bouillot. Bonjour Adrien. Bonjour. Soyez le bienvenu sur le plateau de l'école du futur. Vous êtes le fondateur de Chalkboard Éducation. Vous allez nous en parler dans un instant, juste après le focus. Il se posait un bon nombre de questions atypiques et aujourd'hui il y répond. Poisson Fécond possède près de 3,5 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Il est notre focus du jour, aujourd'hui présenté par Jean Martineau. Est-ce que vous avez déjà eu des fourmis, que ce soit dans une jambe, un bras ou le visage? Et peut-être même qu'il vous est arrivé d'avoir du mal à trouver vos mots, à parler distinctement. Alors ça, sur le papier, ça n'a pas l'air grave, mais lorsqu'on les additionne, ça peut avoir des conséquences catastrophiques. Qu'est-ce que l'on ressent lors d'un AVC ou d'une crise cardiaque? Quel est le meilleur endroit où vivre entre le plus haut et le plus bas sur Terre? Est-ce mieux d'être sourd ou aveugle? Qu'est-ce qu'il nous arrive quand on boit 5 litres d'huile d'olive? Ou encore des astuces pour survivre dans certaines conditions et des sujets traités en 360 secondes chrono? Voilà quelques exemples pour résumer la chaîne YouTube de Chris Contidier, plus connu sous le nom de Poisson Fécond. Accompagné généralement de Gus, un personnage fictif qu'il a inventé afin de mieux schématiser ses vidéos, Chris ne se contente pas de répondre à des sujets simples. Le youtubeur aux 3 500 000 abonnés ajoute une touche d'humour, de mise en scène et même d'interaction avec sa communauté afin que les explications scientifiques prennent plus de légèreté. Chris se décrit d'ailleurs lui-même comme étant un créateur de contenu culturel, créatif et décalé. Bon, alors déjà, à partir de quand exactement on commence à vieillir? C'est vrai ça. Vieillir, c'est pas juste avoir des cheveux blancs ou marcher à 90 degrés, quoi. Et c'est pas non plus sympathiser un peu trop longtemps avec les caissiers au supermarché. C'est pas ça. En moyenne, on estime que le vieillissement commence plutôt à partir de 30 ans. Donc Gustave, prépare-toi à revenir légèrement en arrière dans ton passé. On va te rajeunir, Gustave. Hein? Après, de toute façon, c'est pas son apparence physique qu'il faut regarder. En fait, le début du vieillissement, ça se passe dans son crâne. Parce qu'en effet, notre cerveau et notre système nerveux, ils arrivent à maturité à 30 balais. Et donc, une fois le pic atteint, ils commencent doucement à se détériorer, quoi. Ça se bat en sucette, quoi, gentiment. Vidéaste depuis 2011, le diplômé d'une licence en psychologie a toujours déclaré faire des vidéos pour les autres. C'est donc dès ses débuts sur YouTube que Chris lance une série nommée Les Mini-Cours. 12 ans plus tard, la chaîne de Poisson Fécond a évolué, les abonnés ont explosé, mais le concept et les idées sont restés. Celui qui faisait des vidéos pour les autres a maintenant trouvé preneur. Aujourd'hui, la chaîne de Chris est la preuve qu'il n'existe pas de questions bêtes et que tout peut s'expliquer. Sur ce, nous, on se retrouve à la prochaine vidéo et je vous dis bye bye. Allez, direction l'Afrique à présent. Sur un continent où le prix de la connexion à Internet est exorbitant par rapport au niveau de la vie, les innovations qui permettent de contourner ces connexions retiennent forcément l'attention. Et c'est aussi le cas dans l'éducation. On en parle. Preuve par l'exemple dans la première partie du talk. Et donc aujourd'hui à nos côtés en plateau pour en parler, Adrien Bouillot, vous êtes le fondateur de Chalkboard Education. L'aventure de Chalkboard, vous la commencé en 2014. Vous êtes alors encore étudiant en communication à Sciences Po, Adrien, mais la communication, les relations publiques, la publicité, c'est pas trop votre truc. Vous n'en ferez pas votre carrière. Tout ce qui touche en revanche à l'éducation, ça vous attire. C'est alors qu'en 2015, vous vous envolez pour le Ghana. Qu'est-ce qui se passe sur place ? Oui, c'est ça. Alors au Ghana, je m'installe à Accra, à la capitale, et je fonde Chalkboard Education. Alors au début, c'est pas encore tout à fait une société comme aujourd'hui. C'était vraiment juste un premier pilote qu'on a fait avec l'Université du Ghana à Accra. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'attentes des étudiants sur la possibilité de suivre des cours en dehors du campus, parce que le campus était très difficile d'accès, il y avait des embouteillages, c'est compliqué d'y aller. Et puis on a fait un pilote qui s'est bien déroulé. On a levé des fonds, on a trouvé une équipe et puis c'est devenu
une petite société. Alors, vous rentrez ensuite en France où vous vous rendez compte effectivement que le projet qui est le vôtre n'est pas considéré comme assez innovant ou disruptif pour le pays. Donc, vous partez pour le Portugal, c'est ça? Plus ouvert pour les projets destinés aux pays en développement et émergents selon vous. Et c'est comme ça que la première vraie version quelque part de votre projet naît? Oui, c'est ça, c'est ça. J'ai été incubé en fait dans un accélérateur qui s'appelait BetaI à l'époque. Je crois qu'il n'existe plus vraiment. Et ils m'ont aidé en fait à structurer le projet, à en faire une vraie société. Des choses toutes bêtes, hein, lancer une comptabilité sur 2 continents, des détails que je ne savais pas faire par moi-même. Et puis ça s'est très bien passé, donc on a continué. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter peut-être rapidement ce que ça fait aujourd'hui, Chalkboard? Oui, alors Chalkboard, on a un logiciel, donc c'est un LMS, un logiciel de formation, mais qui a pour particularité de fonctionner principalement hors ligne et de créer des contenus qui sont compressés, donc qui sont accessibles sur n'importe quel type d'appareil, même des appareils de très mauvaise qualité, des petits téléphones, des petits yamphones comme on les appelle, et qui permet en retour de récupérer plein de données d'usage pour faire de la mesure d'impact, forcément, parce qu'on s'est rendu compte, mais ça, peut-être qu'on en parlera, que la plupart de nos clients avaient comme principal sujet, c'est pas tellement de former des gens à distance, mais de mesurer l'impact de leur formation. D'accord, mais effectivement, comment ça se passe? Parce que le constat est par delà, au-delà d'avoir accès au numérique pour l'éducation, c'est plutôt la mesure d'impact. C'est les deux. Disons que sans connexion, ou avec une connexion intermittente ou très faible, en fait, tout est compliqué. Donc la formation est compliquée, le suivi est compliqué, faire les allers-retours avec les étudiants, c'est compliqué. Donc on s'est dit, on va essayer de développer un logiciel qui fait tout ça relativement simplement. On se dit qu'une telle solution pourrait aussi être utilisée lors de crises, notamment lorsque les jeunes sont contraints à être éloignés de l'école en temps de guerre, notamment, c'est d'actualité. C'est un axe de développement sur lequel vous travaillez aujourd'hui avec votre entreprise? Alors, en soi, oui, pas tellement en tant que tel. Disons qu'on se spécialise vraiment dans les zones rurales, donc ça inclut évidemment beaucoup de personnes qui sont déplacées. Je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas de programme spécifique pour les personnes déplacées, mais j'imagine qu'on a des personnes déplacées parmi nos apprenants. Ça s'adapte effectivement. Oui. Ce sont des cours qui sont donnés. Imaginons, mettons qu'on a un petit téléphone bas de gamme, on peut avoir un cours qui nous arrive par texto, genre? Oui, alors c'est pas vraiment des textos. En fait, on utilise, alors c'est toutes sortes de technologies. Il y a le texto dedans, mais principalement c'est juste une connexion asynchrone. Donc on va utiliser la connexion quand elle est disponible, donc une connexion 3G classique. Et puis tous les contenus et les exercices et les mesures d'usage vont rester stockés dans le téléphone. Et ça, on arrive à le faire même sur des vieux téléphones, ce qui est assez innovant. Après, le contenu en lui-même, alors on peut faire à peu près tous les contenus avec bien sûr des limitations, donc on ne va pas pouvoir faire des heures de vidéo HD ou 4K sur des vieux téléphones, mais on va pouvoir faire beaucoup de texte, on peut faire aussi de l'audio, un peu comme des messages vocaux, et puis des images. Et ensuite, l'université a des mesures d'impact sur qui a ouvert le cours, etc. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est ça. En fait, il y a 2 types de mesures. Il y a les mesures assez classiques académiques, donc les notes, les résultats aux examens. Alors, c'est pas vraiment des examens, c'est plus des tests, des contrôles, qui ressemblent un peu à des devoirs maison, mais pas vraiment. Et puis, il y a aussi toutes les mesures vraiment plus d'impact. Donc, ça va être les données d'usage telles que le temps passé sur tel ou tel cours, tel ou tel quiz. Et on peut ensuite croiser ça avec des données démographiques. Donc on peut essayer de voir, par exemple, s'il y a des régions qui ont plus de mal avec certaines parties du cours, ou s'il y a des gens avec des backgrounds, j'ai oublié le mot en français, mais des gens qui parlent pas forcément la langue, qui vont peut-être buter sur une partie ou sur une autre. Et donc on arrive à le mesurer. Et donc à l'échelle, on arrive à prendre des décisions comme ça, pédagogiques, plus fines. Aujourd'hui, vous avez combien d'utilisateurs, Adrien ? Alors aujourd'hui, alors c'est très fluctuant, mais je crois qu'on a environ 100 à 150 000 utilisateurs sur une dizaine de pays. Après, on n'est pas nous présents dans 10 pays, c'est nos clients qui utilisent l'application dans 10 pays différents. Vos clients sont les universités, les écoles supérieures ? Oui, alors aujourd'hui, c'est principalement des ONG finalement qui nous utilisent. On a encore quelques universités, mais alors en Afrique, on verra, peut-être qu'on en parlera, c'est ce gros sujet, c'est tout ce qui est financement de l'innovation et de l'éducation. Donc, les universités africaines sont en général très sous-financées. Donc c'est difficile pour elles de mettre en place des programmes innovants et c'est difficile de trouver les ressources et de trouver les équipes pour le faire. Donc c'est vrai que de plus en plus les ONG prennent le relais sur le terrain, donc nos clients sont souvent des ONG.
Ce que vous faites aujourd'hui, ça n'existait pas avant en Afrique. C'est une vraie nouveauté. À ma connaissance, non. Alors, on n'est pas les seuls maintenant à le faire, heureusement. Sinon, on aurait trop de travail. Mais oui, à ma connaissance, ça n'existait pas. En tout cas, au Ghana, je ne l'ai pas vu. En Côte d'Ivoire non plus, quand je me suis installé, je ne l'ai pas vu. Donc, c'était nouveau. Parce qu'effectivement, vous avez fait un petit tour de l'Afrique. Adrien, je voulais vous poser une question, parce que dans les conditions actuelles qu'on connaît en Afrique, à la fois au point de vue des infrastructures, des moyens humains, de l'accès à la technologie dont vous parliez juste à l'instant, est-ce que l'Afrique aujourd'hui a la possibilité, les moyens de former tous les jeunes sur son territoire ? C'est la grosse question. Je pense que oui, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire. Après, il y aura probablement besoin d'outils adaptés. Alors, Chalkboard, c'est un outil, il y en a d'autres. Heureusement, on n'est pas la solution miracle. Mais je pense que c'est possible. Simplement, ça va demander des investissements qui aujourd'hui n'existent pas. Il va falloir former beaucoup d'enseignants, il va falloir construire des universités. Donc, en attendant de pouvoir le faire, le e-learning est là pour prendre le relais. Parce que le e-learning, justement, c'est un marché annuel de 500 millions de dollars en Afrique. Votre but, c'est donc évidemment d'avoir une activité qui impacte positivement le continent. En revanche, vous ne croyez pas à la charité. Vous souhaitez que tout ça génère évidemment de l'argent. C'est une difficulté supplémentaire sur typiquement un continent comme l'Afrique. Oui, c'est difficile. Nous, on a des équipes qu'il faut bien sûr payer, qu'il faut rémunérer. On n'a pas de financement direct de quelconque gouvernement ou d'agence. Donc, nos seuls financeurs sont nos clients. Donc, évidemment, c'est une difficulté. Après, on a trouvé un équilibre avec ce logiciel qui demande une petite équipe. Nous, on est 7 actuellement à Accra, donc c'est pas une très grosse équipe. C'est surtout des développeurs informatiques. On est accompagné par des ingénieurs pédagogiques sur certains projets. Mais dans l'ensemble, on a trouvé un équilibre. Alors après, c'est encore tout petit, mais on espère pouvoir grandir. Grandir, effectivement. Le Ghana, c'est un excellent terrain de jeu pour l'éducation, pour vous ? Oui, le Ghana, c'est un pays très intéressant. Alors, c'est un pays qui, historiquement, est assez stable, avec un système éducatif qui est plutôt bon. Donc, on a un assez bon taux d'alphabétisation, ce qui est forcément nécessaire quand on fait du e-learning. C'est beaucoup plus compliqué de le faire avec... On peut, mais c'est plus compliqué de le faire avec des populations analphabètes. Et puis, c'est aussi un pays qui, comparativement, est un peu mieux financé. Le secteur privé fonctionne un petit peu mieux. D'accord. Donc, on a eu plus de facilité à se développer sur ce marché-là et, à vrai dire, sur beaucoup de marchés limitrophes. Donc, on a réussi à se développer en Côte d'Ivoire qui présente des caractéristiques similaires, même si c'est des pays très différents. Et puis, dans d'autres pays anglophones en Afrique aussi. Pourquoi avoir commencé par le Ghana ? C'est peut-être la question que tout le monde se pose en regardant cette émission, mais pourquoi a-t-il commencé là ? Vous aviez des étages particulières, vous êtes allé en vacances et vous vous êtes dit il faut que je monte une boîte ici ? Ouais, c'est un peu ça. J'aurais pu, probablement pu, et peut-être dû d'ailleurs, je ne sais pas, le faire ailleurs. Mais c'était le Ghana. Je pense que c'est un pays, oui, comme je dis, très intéressant, que j'avais eu l'occasion de visiter précédemment. Et je me suis dit, on va commencer par là. On va commencer par là. Et nous, on va continuer à en parler du Ghana, de l'éducation en Afrique aussi. Et puis évidemment, de l'innovation dans le secteur de l'enseignement. D'abord, on va faire un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau.
on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité Adrien Bouillot, fondateur de Chalkboard Éducation. Mais juste avant, Adrien, de reprendre nos échanges, on va laisser place à la chronique de Jeanne Dreyfus qui a une idée derrière la tech. Jeanne, vous nous parlez aujourd'hui d'un architecte et pas des moindres, puisqu'il s'agit d'un architecte computationnel. Son nom, Michael Hansmeyer. Absolument, architecte computationnel. Voici un gros mot qu'il convient d'éclairer. Et quelle œuvre plus pertinente que celle de cet architecte allemand, Michael Hansmeyer, né en 1973, et dont on voit ici une colonne destinée à être imprimée en 3D à partir d'un modèle développé par ordinateur. Dernier projet en date, le projet de la plus haute tour jamais imprimée en 3D, dressée sur ces 32 colonnes au design chaque fois unique, qui d'épaisse à la base, s'affine au fur et à mesure qu'elle gagne en altitude pour mener à une plateforme d'où l'on peut voir alentour le col du Julier, charmante petite montagne située en Suisse romande. Cette casquette d'architecte computationnel, il la doit à une double formation, celle d'architecte et à la fois de programmateur informatique, qui lui ont valu d'avoir travaillé pour l'agence d'architecture suisse Herzog et de Meuron et d'avoir également enseigné ses méthodes à l'Académie des Beaux-Arts de Vienne. Alors justement, en quoi consistent ces méthodes, Jeanne? Alors elles dépendent principalement de la quantité incommensurable d'opérations qu'il va imposer à une forme simple. En fait, quantité qui ne peut s'obtenir que grâce à la puissance computationnelle. Si on regarde une démonstration, on voit qu'il va partir d'une forme 5. Donc, imaginons une sphère qu'il va marquer d'un grand nombre de points autour desquels vont s'effectuer des pliures. De plus en plus de pliures, un nombre très très grand de pliures qui vont elles-mêmes générer des saillies de matière repoussées jusqu'à arriver à un nombre infini de formes. Son travail d'architecte l'a amené à appliquer ses expérimentations à l'objet de base qui est la colonne, qu'il va soumettre à la même fractalisation jusqu'à obtenir des modèles de colonnes chaque fois différentes mais unis par le même principe formel, caractérisé par ce foisonnement d'anfractuosité, cette richesse visuelle que seule la nature semble pouvoir produire en des millions d'années quand ces programmes l'effectuent en quelques dizaines de secondes seulement. Il est donc inspiré par la nature ou plutôt par les mathématiques? Les deux, mon capitaine. Hansmeyer, il va s'inspirer de la morphogénèse telle qu'on la trouve dans la nature, autant dans les choux romanesco que dans ce que le biologiste Ernst Haeckel, visible en bas, nomme les formes artistiques de la nature, mais pour en tirer avec un excès baroque, un potentiel de rêve qui appartient seulement au créateur. Et ce n'est pas un hasard si l'architecte a été invité par le metteur en scène italien Romeo Castellucci pour faire le décor de son interprétation de la flûte enchantée. Tout dans son incroyable design rappelle les grottes artificielles, les plumes de l'oiseleur, le blanc de Cérus, des perruques, les mouches factices. Et la symétrie n'est là que pour mieux mettre en valeur l'agitation d'un palais du XVIIIe siècle, l'ornement, le divertissement de cette société de cour. Et voilà, c'est la fin de cette partie de chronique. Je ne m'y attendais pas. Alors Jeanne, du décor d'opéra à la vie réelle, est-ce que Michael Hansmeyer est aujourd'hui capable de répondre à des programmes architecturaux peut-être un peu plus concrets? Oui, absolument. On l'a vu avec ce projet de tour suisse dont on parlait en début de chronique. Mais en effet, son travail il est encore largement expérimental du fait du décalage qu'il y a entre virtuel et réel. Si on prend l'exemple d'une de ces colonnes qu'on a pu voir tout à l'heure, pour une image 3D que le virtuel va produire en 30 secondes, qui comprend 16 millions de facettes, il va falloir 2 mois à Hansmeyer et à son équipe pour la réaliser. Par exemple, il l'a fait à la Biennale de Canton, 2 mois, 2700 couches de 1 mm de feuilles de papier qu'on voyait à l'écran, qui représentent 1620 mètres carrés de surface. Mais en tous les cas, ce que permet donc cette technologie d'image assistée par ordinateur, c'est bien justement de repousser les limites de ce qui est possible dans la réalité, la plus triviale, la plus banale. Espérons donc de pouvoir très vite visiter un palais créé par Michael Hansmeyer dans la réalité. On ne demande que ça et on ira avec vous si vous voulez bien, Jeanne. Évidemment, je serai couronnée reine. Merci beaucoup, Jeanne Dreyfus. Allez, on lance ensemble la deuxième partie du talk tout de suite. Et on continue nos échanges direction l'Afrique, toujours avec notre invité Adrien Bouillot, fondateur de Chalkboard
éducation. Alors, je voulais effectivement repartir avec vous au Ghana ou plus largement les gouvernements africains. Est-ce qu'ils arrivent à collaborer? Est-ce que c'est une vraie volonté de leur part? On parlait tout à l'heure de la nécessité d'apporter un petit peu d'innovation dans l'éducation sur place. Est-ce que les gouvernements africains arrivent à collaborer avec le secteur privé pour intégrer justement la technologie dans l'enseignement, dans l'apprentissage et plus largement l'éducation? Est-ce que c'est un vrai enjeu sur place? Alors oui, c'est un enjeu. Alors certains gouvernements essayent. Au Ghana, il y a eu des tentatives. En Côte d'Ivoire, au Sénégal, il y a des universités numériques qui existent, mais qui ont encore une présence très marginale dans le champ d'éducation localement. Même problème, elles sont en général très peu financées, très peu connues. Et puis, c'est des projets qui, parfois, ne survivent pas à l'alternance politique ou juste disparaissent avec le temps. Donc, c'est un problème. L'UNICEF estime qu'environ un enfant sur 5 n'est pas scolarisé sur le continent africain. Et même pour ceux qui vont à l'école, il y a un manque criant, évidemment, de ressources éducatives, malgré les efforts, vous en parliez, des gouvernements locaux. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui, Adrien, aux start-up de la tech française? Venez ici, il y a encore plein de choses à faire. Il y a beaucoup à faire. Ouais. Il y a énormément d'opportunités. En fait, le problème, il est énorme et il est urgent. C'est que c'est effectivement 1 sur 5 en Afrique. Je crois qu'au total, il y a 3 milliards de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à une formation. Donc, il y a un besoin énorme. Après, oui, les startups devraient venir. Elles sont les bienvenues. Elles vont rencontrer les mêmes problèmes que moi, je pense. C'est avant tout le problème de financement. Donc, il faut pas seulement que les startups viennent, mais aussi les investisseurs, peut-être les gouvernements. C'est un problème plus global, en fait. Ah oui, ouais, c'est un problème global. Presque politique. Sans doute politique. Sans doute politique. Et à quoi il ressemble cet écosystème EdTech? Vous savez, ici, dans l'École du Futur, on les reçoit pratiquement tous les jours, les startups françaises du secteur de la tech. Est-ce que là-bas, c'est un écosystème aussi vibrant qu'ici? Oui. Il y a beaucoup d'entrepreneurs EdTech en Afrique. Il y a même des incubateurs spécialisés dans la EdTech en Afrique du Sud et en Côte d'Ivoire, de mémoire, et peut-être au Nigeria. Et c'est un milieu assez foisonnant. En fait, il y a vraiment des dizaines d'entrepreneurs différents, mais ils ont tous... c'est tous des entreprises très petites. Donc, il y a quelques entreprises qui arrivent à aller au-delà de leur marché. Il y a des entreprises qui sont toute l'Afrique de l'Est. Chalkboard, on est un peu dans tout le continent. Donc, on est un peu plus gros que la moyenne. On n'est pas les plus gros. Mais c'est encore embryonnaire du fait de l'absence de financement, de l'absence de soutien en général gouvernemental pour les startups. Et puis, le fait aussi que ce sont des marchés, au final, qui sont assez petits. Parce que quand on voit la Côte d'Ivoire, quand on voit le Ghana, c'est des marchés de 20 millions d'habitants chacun. Donc c'est des pays qui sont très différents. On n'a pas l'avantage de l'Union européenne et de l'espace Schengen. C'est à chaque fois, il faut recommencer de zéro dans un petit marché. C'est pas la même chose. Vous avez aussi rédigé en mi-2023 une tribune où vous appelez à la prudence sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'éducation. On a reçu très récemment Bruno Devauchel, expert des technologies dans l'enseignement. Il disait qu'aujourd'hui, les startups EdTech françaises utilisent le terme intelligence artificielle dès lors qu'elles recherchent des financements, je le cite, souhaite attirer l'intérêt des médias, susciter la curiosité, voire de l'engouement de la part des enseignants et du ministère. Est-ce que vous partagez son avis? C'est l'expert, c'est sans doute vrai. Je pense qu'il y a un peu de vrai, parce que c'est vrai que c'est assez vendeur comme label. Après, il faut voir ce qu'il y a derrière le mot IA. Il y a des fonctionnalités qui sont relativement simples à développer, parce qu'en fait, on récupère des fonctionnalités IA qui sont disponibles sur le marché, qu'on repackage dans nos produits. C'est ce qu'on a fait chez Chalkboard. Est-ce que vous utilisez aussi l'intelligence artificielle? Oui, nous, on a l'intelligence artificielle. Après, on n'a pas développé notre propre modèle de langage. On utilise celui d'OpenAI, comme beaucoup de gens. On est transparent sur ce point. Et c'est relativement facile à faire. Donc, c'est vrai que c'est facile pour une start-up de rajouter de l'IA dans son produit et de dire que c'est une start-up IA. Après, moi, je ne critique pas cette démarche. On fait pareil. C'est tout à fait louable dès lors que c'est fait de façon efficace et pour répondre à des besoins qui sont réels, aux besoins des clients. Nous, chez Chalkboard, typiquement, on a 2 fonctionnalités IA. Maintenant, on arrive à générer des résumés d'un cours de nos clients avec l'IA et on arrive à générer des quiz sur un cours. Donc typiquement, on a un client qui a tout un cours, disons, sur 5 parties, mais il n'a pas d'exercice pour exercer ses étudiants aux notions clés. On peut générer maintenant, en quelques clics, des quiz qui sont intégrés dans la plateforme et qui sont ensuite distribués facilement aux apprenants. Ça veut dire que je suis étudiant, je reçois le quiz sur mon portable, quelle que soit son ancienneté, visiblement ça marche partout, c'est assez magique, et je peux participer au quiz, je peux
y répondre depuis mon portable. C'est ça. En fait, dans Chalkboard, on peut créer des quiz et des exercices. Et maintenant, on peut aussi demander à l'IA de le faire pour nous. Mais c'est vraiment un besoin très, très précis. Et surtout, et ça c'est un point sur lequel j'insiste auprès de mes clients, j'espère qu'ils le font, on relit. On ne laisse pas l'IA générer des contenus sans vérifier ce qui est parce généré. que c'est tout le débat, vous le savez, hein, mieux que moi d'ailleurs, autour de l'intelligence artificielle dans l'éducation. Le sujet, c'est que ça reste un outil à disposition des enseignants et des organisations. C'est pas l'inverse. Donc le prof, c'est pas l'IA. C'est vraiment le prof qui utilise l'IA pour créer des contenus plus facilement, pour automatiser des tâches qui sont peut-être un peu répétitives, pour faire en gros les choses qu'il n'a pas envie de faire lui-même ou elle. Mais ça ne peut pas remplacer l'apport pédagogique d'un enseignant. Je pense que, en tout cas aujourd'hui, et même dans le futur, je pense que ce serait pas raisonnable, ce serait très dangereux. L'intelligence artificielle dans l'éducation, au Ghana et peut-être plus largement en Afrique, c'est vécu comme, ou vu comme une révolution où il y a quelque part les mêmes craintes qu'on a ici en France autour de la triche, notamment de l'utilisation des données? Oui, alors c'est encore des technologies qui sont très naissantes en Afrique de l'Ouest. Ça commence à peine à se développer dans l'éducation. Alors ça existe dans d'autres domaines, mais dans l'éducation c'est encore très nouveau. Il y a les mêmes craintes qu'ici. Hein. Les gens ont peur de la triche, les gens ont peur, en gros, que des étudiants fassent générer leurs devoirs par l'intelligence artificielle. Après, heureusement, en tout cas, de nos jours, on arrive à reconnaître assez facilement un texte généré par IA. Ouais. Ça va évoluer, mais c'est encore possible. Après, la solution est toute simple. Hein. On fait un devoir sur table, sur papier, et l'IA n'arrive pas à le faire. C'est sûr, tout à fait. Pourtant, vous refusez l'idée que l'accès à l'éducation il soit massifié grâce à l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Oui, pour moi, ce serait catastrophique parce que ce serait vraiment offrir une éducation dégradée à des millions de personnes. Et pour moi, c'est le même problème qu'avec les fake news, par exemple. Aujourd'hui, on a une information qui est disponible un peu partout. En Afrique, on a des agrégateurs de nouvelles qui sont automatiquement ajoutés sur les téléphones de chacun. D'accord. Voilà, Opera News, Google News, toutes sortes d'agrégateurs. Et il n'y a pas de filtre particulier sur ces contenus-là. Donc on sait, ça a déjà été prouvé, qu'il y a pas mal d'agents qui génèrent des fake news pour des fins politiques, mais aussi juste des fake news qui sont créées automatiquement pour des fins commerciales. En gros, générer des clics pour faire de la pub. Et ça, c'est très dangereux parce qu'évidemment, il y a des choses qui sont fausses et des choses qui sont dangereuses. Et je pense que le risque, c'est de voir ce même type de contenu se déguiser en contenu pédagogique. On le voit déjà sur YouTube avec des vidéos qui sont générées automatiquement, qui sont pseudo-éducatives, mais en fait qui n'ont très peu de valeur. Lavage de cerveau. Un petit peu, ouais. Un petit peu lavage de cerveau. Alors ça, c'est le pire des cas. Il y a aussi, pour moi, un cas qui est presque aussi dangereux, qui est juste un lavage de cerveau sans but politique, juste pour générer des views, pour générer de l'argent, mais qui en fait qui donne l'illusion d'apprendre quelque chose alors qu'on n'apprend rien. Elle ressemble à quoi, Adrien, l'école de demain en Afrique, compte tenu de tout ce que vous nous avez partagé Elle ressemble, c'est une bonne question, elle ressemble à l'école d'aujourd'hui qui fonctionnerait, j'ai envie de dire. J'espère en tout cas une école qui reste quand même avec des murs, même si moi je fais du e-learning, en fait, voilà, on n'a pas vocation à remplacer l'école telle qu'elle existe, mais qu'elle serait agrémentée avec des outils tels que le e-learning, ou peut-être l'IA, ou peut-être aussi d'autres choses, la VR, je ne sais quoi, pour que les apprenants puissent continuer à apprendre en dehors de la classe. Apprendre en dehors de la classe. Vous le voyez, l'école de demain, l'école du futur s'invente en France, mais aussi en Afrique. Merci infiniment à vous, Adrien Bouillot, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Chalkboard Éducation. Merci également à vous, Jeanne Dreyfus, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Reine, bientôt couronnée dans son palais. Merci à vous de nous avoir suivis. Puis nous, on se retrouve dès demain, 12h30 sur School TV, évidemment. Bonne journée.